Notre homme est né en 1869 dans une famille aimante. Il était clairement voulu, c'est pour ça d'ailleurs que son deuxième prénom est Désiré, c'est parce qu'il était désiré. Petite anecdote. Ses parents ne roulaient pas sur l'or, mais ils voulaient offrir le mieux pour leur fils. Il a fait de très bonnes études, où il s'est fait notamment remarquer pour ses talents en mathématiques. Il a dû interrompre ces études-là à cause de moyens financiers insuffisants et il est ensuite entré dans une école d'architecture. Il a aussi été enfant de cœur, là où sa famille s'était installée, et il a vécu une enfance plutôt très heureuse. Là vous me dites, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dégénère? On va y venir. En 1889, il a séduit une femme. Sauf qu'il l'a pas séduit forcément de la bonne manière, il lui a menti. Il lui a fait croire qu'il était architecte, alors que ce n'était pas du tout le cas. Cette femme, Marie-Catherine Rémy, va lui donner 4 enfants, et elle va se marier avec Henri-Désiré Landru. Là encore, je suppose que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a pu faire ce mec-là? Comment ça a pu dégénérer? On a l'air d'avoir en face de nous quelqu'un de totalement banal. Eh bien figurez-vous que s'occuper d'une famille avec 4 enfants, ça coûte cher. Et dans le milieu professionnel, Henri-Désiré Landru n'est pas très stable. De 1893 à 1900, il n'a pas arrêté de changer d'emploi. Il a exercé une dizaine de métiers, allant de comptable, vendeur, cartographe, à plombier ou employé du bâtiment. Sachant que la fortune de notre homme ne s'améliore pas et qu'il a toujours ses 4 enfants à nourrir, il a une petite idée dans la tête, une idée de supercherie. Il va créer son entreprise qui, selon lui, développe un vélo à moteur. En gros, cet objet serait un ancêtre des motos. Henri-Désiré Landru organise une vaste campagne publicitaire touchant vraiment tout le territoire français. Et pour que tu puisses passer commande, il faut que tu payes un tiers du prix final de l'objet. Tu te dis, pourquoi pas? Ça ressemble un peu à une précommande. Henri-Désiré Landru reçoit énormément de commandes, du coup sa fortune s'agrandit, il est très content, mais il y a un petit couac dans tout ça. Je vous ai dit, c'était une grande supercherie. Il prend des commandes et il encaisse l'argent qu'il reçoit, alors que son produit, il n'en a dessiné que des schémas. Il a investi que dalle dans le développement du produit. Donc il n'a aucun produit prêt à être envoyé. Ce qui se passe donc, c'est que lui disparaît avec l'argent et les clients qui ont commandé ce qu'il proposait à vendre n'ont jamais reçu leur produit. Et c'est là que notre homme va se lancer dans une vie d'escroc. Il va en mettre plusieurs en place, sous de faux noms, parce que clairement il se dit quoi? Il se dit, j'en ai fait une qui m'a rapporté de l'argent, et je vais en faire d'autres. Ne prenez pas exemple sur lui, parce qu'Henri-Désiré Landru, il se fait choper, toujours sous ses faux noms, et il est condamné à payer des amendes et à aller en prison. Forcément, c'est des délais assez courts, donc il en sort plutôt rapidement, mais il est quand même condamné. Quand je dis des délais plutôt courts, c'est 2 ans, 1 an, ce genre de délai-là. Aussi, il a réussi à sortir de prison à cause de son état de santé mentale. Il a tenté de se donner la mort dans sa cellule, tentative qui a échoué, et du coup il a été étudié par des psychiatres. Ces psychiatres vont rendre un rapport assez étonnant, ils vont dire qu'il n'est pas fou, mais il n'est pas non plus normal. Il est au milieu. En 1909, il est retourné en prison, encore une fois pour escroquerie, mais pas le même type d'escroquerie qu'il a fait jusqu'à présent. Là, il s'est marié avec une femme, du nom de Jeanne Isoré, il a pris ses titres, en gros un document qui atteste des biens que tu possèdes, et après il est parti. Il s'est enfui et il s'est fait oublier, sauf qu'il s'est fait rattraper derrière par la justice. Notre homme a mis en place pas mal d'escroqueries, il s'est fait avoir par la police et la justice plusieurs fois, mais ça lui sert pas de leçon. Dès qu'il ressort de prison, il remet encore en place une escroquerie. Notre homme ne s'arrête jamais visiblement. Cette escroquerie-là est encore différente de ce qu'il a pu faire. Il achète un garage, qu'il revend immédiatement, sans avoir au préalable payé le garage au propriétaire original. C'est comme si par exemple tu me vends ta maison. Je te dis ok je l'achète, mais je la mets en vente directement après t'avoir dit ça alors que je t'ai pas payé. Quelqu'un me l'achète, je prends l'argent, je me casse. Je viens de cogiter 2 secondes, je me dis en fait c'est clairement le principe du dropshipping. Le mec était clairement en avance sur son temps. C'était une sorte de visionnaire ce mec, mais il était là un peu trop tôt quoi. Parce que tu te dis il a imaginé une moto, puis un système de business. Mais après il a très mal tourné. Suite à cette escroquerie là, il s'est refait arrêter, mais il se laisse pas faire et il décide de prendre la fuite. C'est en 1914 qu'il s'est fait juger, et il a été condamné à 4 années de prison. Sauf que là il s'est fait juger par contumace. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un jugement sans la présence du condamné. C'est normal, il s'était enfui. Et là, vu que c'est la 3e condamnation longue qu'il subit, Henri-Désiré Landru n'est pas censé être envoyé en prison. Il est censé être envoyé au bagne, en Guyane. C'est-à-dire un camp pénitentiaire où la vie sur place est extrêmement difficile. Et Henri-Désiré Landru, il le sait. Il a connu la prison, ça n'a pas réussi. Il se dit que s'il va au bagne, ça va être horrible pour lui. Il se dit ça parce qu'il sait que si tu vas au bagne, tu reviendras peut-être pas.
le taux de mortalité dans ces endroits était vraiment très élevé. Certains pensent que c'est à cause de cette condamnation-là que Henri-Désiré Landru s'est transformé d'escroc en assassin. Et qu'en fait, il devait à tout prix éviter des condamnations ou d'être reconnu. Et c'est pour ça qu'après, en fait, il ne faisait pas juste ces escroqueries simples où il prenait de l'argent et il s'enfuyait. Et qu'après cela, il se disait plutôt, mes victimes d'escroquerie, je vais les tuer. Vous avez donc vu que les escroqueries de Landru n'ont pas forcément bien fonctionné. Donc naturellement, la fortune qu'il avait réussi à amasser avec son escroquerie concernant les sortes de vélos à moteur s'épuise petit à petit. Il a donc besoin d'une nouvelle source de revenus. Il met donc en place une autre escroquerie. Là, il se fait passer pour un homme veuf, c'est-à-dire un homme dont la femme est décédée. Il fait croire qu'il est très malheureux, mais qu'il est très à l'aise financièrement. Il décide de séduire des femmes qui sont seules, totalement isolées, pas forcément très riches, mais qui ont quand même quelques économies. Tout ça pour en fait s'en prendre à elles et que le moins de personnes possible ne le remarquent. Comment il s'y prenait? C'est très simple. Il faisait croire qu'il allait leur offrir un très beau mariage. Il invite ses victimes dans une villa qu'il loue, ce n'est pas la sienne. Il change de villa pour ne pas éveiller les soupçons non plus. Et il va donc commettre des meurtres dans ces différents endroits qui sont au nombre de 3. On avait une villa à Chantilly, une villa à Vernouillet et enfin une autre villa à Gambais. À Vernouillet, il a assassiné déjà 4 personnes. Il est ensuite passé dans une autre villa pour éviter tous les soupçons. Et à chaque fois, il essayait de prendre des villas qui étaient assez isolées. Comme ça, personne ne pourrait se douter de ce qui se passe à l'intérieur entre ces murs. Si vous avez un peu fait attention aux dates que j'ai déjà pu évoquer par rapport à cette histoire, vous voyez qu'on est dans une période assez particulière de notre histoire. Effectivement, Henri-Désiré Landru a traversé différentes périodes importantes. La Belle Époque et la Première Guerre mondiale. Et pendant cette période-là, quelque chose s'est développé. Le travail des femmes. Effectivement, les hommes sont au front, du coup il faut faire tourner les entreprises et l'activité économique du pays. Donc les femmes vont travailler à la place des hommes. Ces femmes sont des victimes totalement désignées pour Henri-Désiré Landru. Pourquoi? Parce que leur mari est parti au front. Ce n'est pas sûr du tout qu'ils y reviennent. Et Henri-Désiré Landru, lui, se présente un peu comme un sauveur. Quelqu'un qui est aisé financièrement et qui pourra donc subvenir à leurs besoins. Il met donc des annonces dans les journaux où il se présente comme un homme seul qui recherche l'amour. Bien sûr, il décrit sa situation pour appâter le maximum de victimes potentielles. La première à tomber dans le panneau est une femme du nom de Jeanne Cuchet. Elle est veuve également, elle est âgée de 39 ans et elle souhaite refaire sa vie avec un autre homme. Henri-Désiré Landru va faire comme il faisait avant, lui promettre un mariage exceptionnel, mais bien sûr, il ne va rien en faire. Il va l'assassiner, elle, mais pas que. Également son fils âgé de 17 ans. Et c'est à partir de là que va s'en suivre une liste assez nombreuse de victimes qui vont se faire avoir justement par ces fameuses annonces. À chaque fois, il arrive à leur faire signer un document qui lui donne un peu procuration sur leur compte bancaire, il les tue, il prend tout l'argent et il s'en va. Mais il ne fait pas que ça. Bien sûr, tu laisses un corps quelque part, même dans une maison, ça peut se remarquer. En tout cas, ça constitue une preuve évidente si quelqu'un tombe dessus. Ce qu'il décide donc de faire, bien sûr, c'est de faire disparaître les corps. Et comment s'y prenait-il? Il les faisait brûler dans les fourneaux qui se trouvaient dans ces villas. Certains ont eu des doutes, parce que une des villas qu'il louait, la villa qui se trouvait à Gambais, était un peu moins isolée, il y avait quelques habitations autour, et du coup, naturellement, quand tu allumes un fourneau, tu as de la fumée qui se dégage de la villa, et une odeur. Et l'odeur était vraiment nauséabonde. En plus de ça, l'utilisation des fourneaux ne correspondait pas forcément aux périodes, on pouvait être en été, et le fourneau marchait, alors que normalement tu t'en sers plutôt en hiver. Mais personne ne va émettre forcément de soupçons. C'est pas ça qui fait que Henri-Désiré Landru est arrêté. En plus de ça, Henri-Désiré Landru se sert du contexte assez particulier de la Première Guerre mondiale pour mener une double vie. Parce que rappelez-vous, il a des enfants et une femme. Et de temps en temps, il retourne les voir comme ça, comme si de rien n'était, et il leur fait croire qu'il est brocanteur. Alors que vous et moi, on sait pertinemment maintenant d'où il sort toutes ces pépettes. À chaque fois qu'il exerce son activité d'assassin escroc, il utilise des faux noms. Et il aurait utilisé pas moins de 90 faux noms pendant qu'il perdurait. Et un petit détail dans cette histoire va permettre de comprendre un petit peu mieux la personnalité de ce tueur. Une de ses victimes lui a demandé ses papiers d'identité pour organiser un mariage qu'il avait promis. Et Henri-Désiré Landru fait croire qu'il n'a pas ses papiers parce qu'il vient du nord de la France qui est occupé par l'Allemagne. Et du coup, il ne les a plus sur lui. Et des psychiatres ont analysé un peu son comportement, après coup. Après, on va dire que toute cette histoire soit résolue. Et ils ont dit qu'en fait, dans sa mentalité, très certainement, il se disait des soldats tuent d'autres personnes pour leur pays
pour leur sécurité, pour la patrie, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils tuent bien d'autres personnes. Ils ont une bonne raison, entre guillemets, qui est la guerre, qui est protéger les habitants de la France, de tuer d'autres personnes. Et lui, il s'associe à ça en fait. Il se dit, moi, la raison pour laquelle je tue, c'est pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, pour survivre. Du coup, c'est une bonne raison. C'est une mentalité très particulière. C'est à la fin de 1918 qu'on va commencer à arriver à la résolution de l'affaire de Henri-Désiré Landru. Le maire de Gambais, l'emplacement où se trouvait une des villas que louait Henri-Désiré Landru, reçoit une lettre d'une amie d'une des victimes de notre tueur. Cette lettre fait part des inquiétudes de cette amie qui n'a plus aucune nouvelle de la disparue. Dans sa lettre, elle dit qu'elle a essayé de contacter son futur mari, qui lui ne lui a jamais répondu. Le futur mari, vous vous en doutez un petit peu, c'est Henri-Désiré Landru. Donc sachant qu'il voulait sûrement disparaître après avoir tué la fameuse personne en question, qui porte le nom de Célestine Buisson, il n'allait pas donner des nouvelles aux proches. Et le maire va s'étonner de quelque chose. C'est que c'est pas la première lettre qu'il reçoit de la sorte. Le maire met donc en contact les personnes qui se posent des questions, et ils se rendent compte qu'à chaque fois, les futurs maris des personnes disparues, qui portaient des noms différents, en fait étaient bien une seule et même personne. Les familles et proches des disparus portent plainte contre X, ce qui permet d'ouvrir une enquête sur la situation. L'enquête n'avance que très peu. Ils n'arrivent pas à mettre la main sur Henri-Désiré Landru parce que vu qu'il utilise beaucoup de faux noms, tu ne sais jamais si c'est bien lui ou pas du tout. Par exemple, ils arrivent à avoir des noms de la personne qui loue des villas. Les noms sont différents, mais ils ne savent pas dire si ce sont bien une seule et même personne. Donc l'enquête est au point mort. Et c'est le 8 avril 1919 que ça va se décanter. Une voisine d'une des personnes qui avait envoyé une lettre au maire de Gambais, du nom de Mademoiselle Lacoste, qui s'inquiétait du coup pour une de ses proches, a aperçu Henri-Désiré Landru au bras d'une nouvelle conquête. Il sortait d'une boutique, il avait acheté quelques babioles, et cette voisine l'a reconnu parce qu'elle l'a déjà vu au bras d'une des disparues. La police se rend dans le fameux magasin d'où sortait Henri-Désiré Landru, il devait se faire livrer des objets, du coup, le vendeur avait l'adresse de notre homme. L'homme qui venait de donner son adresse portait le nom de Lucien Guillet, encore un pseudonyme qui était utilisé par Henri-Désiré Landru. Ce Lucien Guillet a été arrêté, le jour de son anniversaire d'ailleurs, le jour de ses 50 ans, petite anecdote. Le domicile a été fouillé et ils ont retrouvé un petit carnet portant un nom qui leur parlait un petit peu, celui de Henri-Désiré Landru. Et dans ce carnet, il y avait des éléments plutôt intéressants aux yeux des enquêteurs. Il y avait 11 noms, dont les noms des personnes qui avaient été signalées comme disparues. Pour les enquêteurs, plus de doute. Ils ont bien devant eux un suspect très probable concernant les disparitions, mais aussi l'affaire Henri-Désiré Landru. Parce que rappelez-vous, pour sa condamnation d'escroquerie, là où il avait été condamné à être déporté au bagne, il n'avait jamais été retrouvé. Donc là, les enquêteurs se disent peut-être qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Naturellement, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. D'autres personnes vont témoigner, vont dire qu'ils se sont fait escroquer par notre homme. Les villas louées par Henri-Désiré Landru ont été retournées dans tous les sens et des trouvailles très macabres vont être faites. Ils ont retrouvé des restes humains dans les fourneaux et dans la villa. On retrouve également des morceaux de vêtements qui sont partiellement brûlés. Concrètement, ce qu'on retrouve, ce sont des objets liant directement des personnes disparues à Henri-Désiré Landru. Des os calcinés, des morceaux de dents, des morceaux de tissu, des meubles qui étaient stockés dans des garages loués également par Henri-Désiré Landru, des meubles appartenant à ses victimes. Donc forcément, pour les enquêteurs et l'opinion publique, sa culpabilité commence à être quand même sacrément évidente. Je vous ai dit qu'il y avait de nombreux témoignages concernant Henri-Désiré Landru, c'est que près de 300 femmes ont contacté les enquêteurs pour dire qu'ils avaient été approchés par Henri-Désiré Landru. Après, ce n'est pas un nombre qui correspond au nombre de ses victimes. Les victimes, on y reviendra un peu après. Mais en fait, Henri-Désiré Landru ne les a pas ciblées, elles, tout simplement parce que ces personnes-là avaient répondu à son annonce où il dit qu'il recherche l'amour dans les journaux. En fait, elles étaient soit trop pauvres, soit trop proches de leur entourage, donc forcément pas assez intéressantes pour l'escroquerie macabre de Henri-Désiré Landru. On peut supposer, au vu d'éléments trouvés dans les effets personnels d'Henri-Désiré Landru, qu'il découpait également ses victimes parce qu'on trouve notamment dans son livre de comptes qu'il aurait acheté des scies à métaux, des scies à bûches, de quoi mettre un corps humain en pièces avant de le brûler. Dans son carnet, il y avait également des heures associées à des noms. Les enquêteurs présument qu'en fait ces heures correspondent au moment
où Henri-Désiré Landru a assassiné ses victimes. Par exemple, on a 1er septembre 1917, Mademoiselle Buisson, 10h15. Ce qui laisse sous-entendre, en soi, que le 1er septembre 1917, Henri-Désiré Landru aurait assassiné Célestine Buisson à 10h15. On ne sait pas forcément ce que Henri-Désiré Landru a fait de tous les restes, on peut supposer qu'il en a enterré certains, brûlé d'autres parties, et jeté d'autres encore parties du corps des victimes qu'il a assassinées dans différents étangs. Le dossier mettant en évidence la culpabilité de Henri-Désiré Landru est très lourd, très chargé. Il y a vraiment énormément de preuves à son encontre, 5000 pièces, ce qui est totalement énorme. À son procès, Henri-Désiré Landru est accusé du meurtre de 11 personnes. Jeanne Cruchet, qui était veuve de 39 ans, sa première victime, ainsi que son fils, âgé de 17 ans, Thérèse Lavorline, âgée de 46 ans, Marie-Angélique Guillain, âgée de 52 ans, Berthana Héon, âgée de 55 ans, Anna Colomb, âgée de 44 ans, Andréane Babelet, âgée de 19 ans, Célestine Buisson, elle, âgée de 44 ans, Louise Joséphine Jaune, âgée de 38 ans, Anne-Marie Pascal, âgée de 37 ans, Marie-Thérèse Marchadier, âgée de 37 ans. Ça fait une sacrée liste de victimes quand même. Pendant ce procès, Henri-Désiré Landru va attirer un peu une opinion publique favorable. Pourquoi? Parce qu'il a de la répartie et qu'il parle très bien. Il a quand même réussi à séduire bon nombre de femmes et à les duper, ou même à créer de grosses escroqueries, donc c'est pas étonnant qu'il sache relativement bien parler. Il va lancer également pas mal de piques aux personnes qui sont présentes à ce procès, qui sont contre lui. Il dit par exemple, si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte. Ça risque d'être compliqué sachant qu'il les a tuées. Henri-Désiré Landru a fait taper une grosse barre à tout public qui se trouvait là, parce que le président de la cour, à un moment donné, parce que les gens ne respectaient pas trop les règles du tribunal, effectivement les gens ils se tapaient des barres par rapport à ce que pouvait dire Henri-Désiré Landru. Et le président de la cour, lui, ça l'énervait. Du coup, il a dit, si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi, ce à quoi Henri-Désiré Landru a répondu, pour mon compte, monsieur le président, ce n'est pas de refus. À un moment donné, pendant le procès, le président de la cour va dire, voyons Landru, toutes ces femmes, vos enfants ne disaient rien, ce à quoi Landru a répondu, encore une fois avec répartie, quand je donne un ordre à mes enfants, moi, monsieur le juge, ils m'obéissent. Ils ne cherchent pas le pourquoi ni le comment. Je me demande comment vous élevez les vôtres. Vous voyez un peu l'insolence du mec? Bien sûr, lui dit qu'il est innocent. L'avocat de Henri-Désiré Landru va plaidoyer comme il peut en l'innocence de son client. Et il va à un moment utiliser une petite stratégie, pas forcément très convaincante. Il va dire que les victimes qui sont supposées avoir été assassinées par Henri-Désiré Landru vont venir témoigner en faveur de l'innocence de son client. Il dit, regardez, elles vont arriver, et beaucoup de gens se seraient retournés pour regarder si effectivement elles arrivaient. Et pour l'avocat, lui, le fait que les gens se retournent, ça faisait preuve de bonne foi sur le fait que personne ne croyait en l'implication de Henri-Désiré Landru. Il a dit, si vous avez cru à ce que j'ai dit, c'est que vous ne pensez pas que Henri-Désiré Landru ait assassiné ses femmes. Voyez un peu comment c'est bancal. Finalement, la sentence tombe. Henri-Désiré Landru est condamné à mort, condamné à la guillotine. Et notre homme, il va continuer d'être insolent. Avant son exécution, un prêtre va lui dire « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?» Ce à quoi Henri-Désiré Landru va répondre « Monsieur le curé, je vais mourir et vous jouez du net. » Ce n'est pas la seule chose qui s'est passée juste avant l'exécution de notre homme. Avant de mourir, on lui propose un dernier verre de rhum et une cigarette. Il refuse en disant que ce n'est pas bon pour la santé. D'un côté, il n'a pas tort. D'un autre côté, il va mourir. Donc à ce moment-là, sa santé, je pense qu'on s'en fout un peu. Landru est finalement exécuté et il n'a jamais avoué clairement être l'auteur des meurtres qu'on lui reprochait. Il a emporté ce mystère-là dans la tombe avec lui. On a donc fini de parler de l'histoire de Henri-Désiré Landru. Mais il y a une dernière petite anecdote que je voulais vous présenter qui est totalement folle. Pendant son incarcération entre 1919 et son exécution en 1922, Henri-Désiré Landru a reçu 4000 lettres. Des lettres d'admiratrices, dont 800 d'entre elles lui faisaient une demande en mariage. Et ça, c'est quelque chose qui existe vraiment. Cette admiration que certaines personnes ont pour des tueurs, des criminels emprisonnés, et ces gens envoient des lettres à ces personnes en disant qu'ils sont tombés amoureux, qu'ils veulent se marier avec. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de totalement fou. Il y en a qui ont une passion, comme ça, pour les criminels. C'est quelque chose qui porte un nom, l'hybristophilie, autrement appelé le syndrome Bonnie et Clyde. Mais bon, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mary Bell est née le 26 mai 1957 au Royaume-Uni.
Déjà, comme beaucoup de tueurs ou de tueuses, son enfance n'a pas été vraiment joyeuse. Sa mère était déjà une prostituée qui était souvent absente de la maison familiale pour aller faire le trottoir dans une ville voisine. Marie est arrivée dans la vie de sa mère relativement tôt parce que sa mère n'avait que 17 ans quand elle l'a eue. Elle n'a jamais connu son père parce qu'on suppose que le père était un des clients de la mère. Elle a des suppositions, parce que sa mère a eu une relation amoureuse avec un homme qui n'avait pas non plus un passif très joyeux parce que lui c'était un criminel qui a épousé sa mère peu après qu'elle naisse. Donc elle s'est dit peut-être que sa mère a dit au fameux criminel j'ai un gosse de toi donc tu t'en occupes, et du coup ils se sont mariés. Ça c'était sa supposition. Sauf que cet homme-là ne va pas beaucoup rester dans la vie de Marie parce que lui a été arrêté pour un vol à main armée. Donc il a vite quitté le domicile familial. On va dire qu'une mauvaise influence a quitté sa vie avec le départ de cet homme, mais il faut savoir que la relation entre Marie et sa mère était assez tumultueuse. Des témoignages disent que sa mère aurait à plusieurs reprises essayé de la tuer et essayé de faire passer ses tentatives de meurtre pour des accidents. Déjà là on est sur une ambiance familiale assez tendue. Mais c'est pas tout. À l'occasion, ça c'est aussi selon divers témoignages, la mère de Marie aurait abusé d'elle et aurait laissé certains de ses clients également abuser d'elle alors qu'elle était enfant. Donc, à un jeune âge déjà dans ce monde sordide, Marie y est restée. C'est-à-dire qu'à l'âge d'à peine 8 ans, elle-même allait dans la rue pour vendre son corps. Sauf que elle n'a pas fait ça à l'insu de sa mère. Sa mère le savait très bien et d'ailleurs, l'argent qu'elle pouvait recevoir de ses prestations, si on peut dire, de ses prestations en nature, ce n'est pas Marie qui les touchait. C'est sa mère qui lui prenait. Déjà, vous voyez un petit peu le contexte. On voit qu'elle est favorable à se tourner vers des penchants assez chelous, et elle est tombée vers le pire des vices. Le vice, c'est le meurtre. La veille de son 11e anniversaire, vraiment la veille, le 25 mai 1968, elle s'est dit, je vais m'offrir mon propre cadeau, un meurtre. Elle va étrangler Martin Brown, un jeune garçon de 4 ans, elle-même, à main nue, toute seule. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle a maintenant le goût du sang dans la bouche qui lui plaît, mais elle a également plein d'autres idées malsaines. Par exemple, entre ce meurtre-là et le suivant, elle va avec une amie à elle, une jeune fille qui a le même nom de famille qu'elle, mais qui n'a aucun lien de parenté, Norma Bell. Elle était une jeune fille qui avait des problèmes mentaux. Et bien ensemble, elles vont s'infiltrer dans un orphelinat et le vandaliser. Sur place, elle va laisser des notes où elle va clairement avouer son premier meurtre, le meurtre du petit Martin Brown. Elle ne signe pas de sa main en disant « je m'appelle Marie Bell, j'ai tué telle personne ». Elle dit juste « j'ai étranglé Martin Brown ». Donc ça reste des notes anonymes. La police, après, quand ils sont venus enquêter sur le vandalisme, ont trouvé ces notes, mais ils ont pensé que c'était simplement des petits plaisantins qui avaient laissé ces messages. Si à ce moment-là ils savaient de quoi il en retournait, je pense qu'ils auraient nettement moins pris tout ça à la légère. On avance un petit peu au cours de l'année 1968. On est le 1er juillet, et là les deux jeunes filles récidivent non pas un vandalisme, mais cette fois-ci un meurtre. Elle tue encore une fois un petit garçon, Brian Howie, qui lui était âgé de 3 ans. La police a découvert le corps quelques jours plus tard et leur analyse dit que les coupables de ce meurtre, ils ne savent pas encore que c'est dû à 2 fillettes, sont retournés sur le lieu du crime après l'avoir commis pour signer, en quelque sorte, leur acte macabre. Le jeune garçon avait été tué par étranglement à main nue et plus tard, les deux jeunes filles sont revenues pour signer le corps. C'est-à-dire qu'ils ont gravé un N sur le corps du petit garçon. Il y aurait d'abord eu un N qui aurait été marqué, on suppose le N de Norma Bell, puis ensuite il y a un petit pont sur le N qui a été rajouté pour en faire un M, le M de Marie. Ça avait été tailladé sur l'abdomen du jeune garçon, avec des lames de rasoir. Quelques cheveux avaient aussi été découpés au ciseau, probablement pour que les deux jeunes filles aient un souvenir de leur victime commune, mais c'est pas tout. Avec le même ciseau avec lesquels elles ont coupé quelques mèches de cheveux, elles auraient également mutilé les parties intimes du jeune garçon. Là, vous avez une vue sur les meurtres qui ont été commis. A priori, on n'a pas forcément trop d'indices qui pourraient diriger vers l'arrestation des deux jeunes filles, et en tout cas de Marie Bell. On n'a pas non plus l'air d'avoir d'indices qui permettraient d'indiquer que les tueurs sont des enfants. Bon, comme dans beaucoup de cas de meurtre d'enfants, généralement, quand on découvre un corps et qui n'est pas dû à une mort accidentelle, on lance une chasse à l'homme. Là, en voyant qu'on a apparemment un tueur d'enfants en liberté, eh bien effectivement une chasse à l'homme a été lancée. Mais rapidement, cette chasse à l'homme n'est plus restée une chasse à l'homme, mais est restée une chasse aux enfants. Et comment la police a pu déterminer que c'était des enfants qui avaient commis de telles abominations? Eh bien, des liens ont été faits entre les meurtres et également le vandalisme de l'orphelinat, parce que on voit bien que les cibles sont principalement des enfants. Les notes qui ont été laissées, eux, semblent pertinemment avoir été écrites par des enfants, de par le vocabulaire utilisé, de par l'écriture en elle-même. Par exemple, une des notes disait, avec pas mal de fautes d'orthographe, « Vous êtes des souris, nous avons assassiné Martin Brown, vous êtes bêtes ». Vous voyez, de base, toutes ces notes avaient laissé penser que c'était une farce d'enfant,
Mais là, avec les meurtres derrière, on pense que ce sont ces mêmes enfants qui ont commis des meurtres. Vous voyez, on commence à se diriger vers cette possibilité-là. Également, peu avant les funérailles de Martin Brown, la première victime de Mary-Bell, Marie et son amie Norma sont allées voir sa mère. Là, faut quand même une sacrée paire de balls. Les deux jeunes filles ont demandé à voir Martin, alors qu'elles savaient pertinemment qu'il était mort, et la mère a répondu que malheureusement, elle ne pourrait pas le voir parce qu'il était décédé. Et Marie a répondu « Oh, je sais qu'il est mort, je veux le voir dans son cercueil ». Il y a aussi les analyses de scènes de crime, qui ont permis encore une fois de se rapprocher vers la solution qui est que ce sont des enfants qui ont assassiné les deux enfants. Déjà, le corps de la deuxième victime avait été partiellement dissimulé, ça avait été fait à la va-vite, un adulte aurait eu beaucoup plus de précautions à cacher le corps, et on voit qu'il y avait quand même eu certaines difficultés à assassiner les victimes. Un adulte aurait pu maîtriser un enfant assez facilement. Je m'explique. En gros, des indices montrent que on aurait bouché son nez, vous savez, en pinçant les narines, et on l'aurait étranglé en même temps. Il avait également des blessures à la jambe, qui avaient été faites avec les fameux ciseaux qui ont permis de couper ses cheveux, plus la taillade du N qui a été transformé en M. Vous voyez, ce genre de choses, c'est pas propre, c'est pas direct comme aurait pu le faire un adulte. Un adulte sur un enfant de 3 ans surtout, il le maîtrise assez facilement et il lui fait ce qu'il veut, sans que l'enfant arrive trop à se débattre. Là, on voit que le ou les tueurs, dans notre cas les tueuses, ont eu du mal, parce que c'était jeune enfant contre jeune enfant, donc même à deux, elles n'avaient pas une force extraordinaire qu'aurait un adulte par rapport à un enfant. Vous voyez un petit peu le raisonnement? Donc tout ça a laissé penser que c'était des jeunes qui avaient assassiné les deux victimes. Donc les policiers décident, après avoir fait ce raisonnement, d'interroger plein d'enfants. Et oui, Mary-Bell et Norma Bell ont été interrogées. Elles ont été interrogées en plus de ça un peu différemment des autres parce que des témoins avaient vu ces deux jeunes filles jouer avec une des victimes. Et les enquêteurs disent après coup que Norma, elle, était facilement irritable alors que Marie, elle, était plus silencieuse, plus observatrice. Là déjà, alors que les deux jeunes filles sont interrogées, il y a des petits trucs qui vont pas dans leur sens, quoi. Déjà, les deux jeunes filles ont des versions contradictoires de ce qui a pu se passer. Les deux avouent, en tout cas, avoir joué avec le petit Brian, mais elles nient totalement l'avoir vu avant ou pendant le moment où il a été tué. Marie décide donc, voyant que la situation ne va pas à son avantage, d'inventer une histoire. Elle va dire au policier, alors qu'elle est interrogée une seconde fois, qu'elle a vu un petit garçon de 8 ans jouer avec le petit Brian et le frapper. Elle dit également qu'après elle a revu ce fameux garçon de 8 ans, couvert d'herbe, comme s'il s'était roulé sur le sol, et qu'il avait dans sa main une paire de ciseaux. Elle va alimenter encore son histoire en disant que ce jeune garçon avait essayé de couper la queue d'un chat avec ce fameux ciseau, mais elle dit qu'il n'y arrivait pas parce que les ciseaux semblaient cassés. Là, pour la police, ils ont trouvé qui est responsable du meurtre. Et quand je dis ça, c'est pas qu'ils pensent à un jeune garçon de 8 ans. Pour eux, Marie est la tueuse. Parce que l'information des ciseaux qui étaient cassés, il n'y avait que les enquêteurs qui l'avaient, ou alors les responsables du crime. Donc en fait, en disant ça, elle a clairement avoué en fait qui était responsable de ces meurtres atroces, c'est-à-dire elle. Là oui, peut-être, attends, pourquoi elle parle d'un jeune garçon, pourquoi il l'accuse elle? J'y viens. C'est que le jeune garçon qu'elle a cité, elle l'a nommé. Elle a pas dit j'ai vu un jeune garçon de 8 ans comme ça, non. Elle a dit j'ai vu machin. Elle cite quelqu'un. Sauf que ce jeune garçon a été interrogé, et lui il a un alibi en béton. À ce moment-là, il était à l'aéroport. Et il y a plusieurs témoins qui le confirment. Donc, comment c'est possible que la jeune Marie donne autant de détails sur un jeune garçon qui n'était pas à l'endroit qu'elle cite, sauf si c'est elle qui a commis ce meurtre. C'est un peu plus tard, le 4 août, que les parents de Norma Bell vont contacter la police pour indiquer que leur fille souhaite se confesser. Et la confession de Norma Bell à la police va indiquer d'autres détails sur l'histoire. En fait, elle n'aurait pas assassiné le jeune Brian. C'est Marie qui l'aurait assassiné seule, qui l'aurait partiellement caché, et ensuite Marie est allée chercher Norma pour lui montrer ce qu'elle avait fait, et en plus de ça, elle aurait rejoué la scène. Elle aurait montré comment elle a tué le petit Brian, et en fait ça correspond totalement avec ce qui a été dit par les enquêteurs. Vous savez, les enquêteurs ont dit qu'il y avait eu le meurtre, puis un retour sur la scène de crime. Et oui, en fait, Marie a tué seule le petit Brian, et ensuite elle est revenue avec Norma. Norma, après son aveu, a emmené la police sur la scène de crime, elle a montré où avait été cachée la lame de rasoir, lame qui a été retrouvée. Elle a fait un dessin pour indiquer où avait été blessé le jeune garçon avec cette lame, et effectivement, le médecin légiste a confirmé que les blessures qui avaient été dessinées par la jeune fille correspondaient à celles qui étaient réellement faites. Marie a ensuite été interrogée par la police, c'est évident. Elle reste sur la défensive, et justement elle dit au policier « Non, vous essayez de me laver le cerveau, je vais demander à un avocat de me sortir de là. » Elle est encore très jeune à ce moment-là, donc elle a quand même cette intelligence de dire ce genre de choses. Norma, elle, va
refaire un témoignage, où là elle va vraiment raconter clairement comment s'est passée la scène, vraiment au détail près. En fait, il se trouve que elle, le petit Brian et Marie étaient ensemble. Marie s'amusait à pousser le jeune Brian et elle commençait à l'étrangler. Au bout d'un moment, elle avait des sortes de fourmis dans les mains, du coup elle a dit « mes mains deviennent grosses, prends le relais ». Sauf que Norma n'a pas voulu participer à ça, du coup elle est partie en courant, laissant Marie et Brian seuls, et c'est là qu'a été commis le meurtre par strangulation. On avait retrouvé des fibres, vous savez, des morceaux de vêtements sur le corps du jeune Brian. On a comparé ça avec des vêtements que possédait Marie et effectivement, ça correspondait à 100% avec une des robes qu'elle portait. On a aussi retrouvé des morceaux de vêtements qui appartenaient à Norma. Évidemment, les deux étaient là sur la scène de crime au moment des faits. Pour le moment, on sait que les deux jeunes filles sont coupables, mais on ne les a pas encore arrêtées. Elles ont été arrêtées à un moment précis. Parce que là, vous savez, tu te dis, est-ce que c'est vraiment elles? Ce sont des enfants. Toi, il y a un petit doute qui subsiste quand même. Mais le truc, c'est que au moment où il y a eu un cortège pour les funérailles du petit Brian, Marie-Belle, elle, se tenait devant sa maison, elle observait le cortège et elle riait en se frottant les mains. L'enquêteur en charge de l'affaire a vu cette scène et il s'est dit « Mon Dieu, je dois l'arrêter, sinon elle va faire une autre victime ». Et donc peu de temps après l'enterrement, l'enquêteur arrête finalement Marie-Belle. Il arrête Marie-Belle, mais également Norma, qui semble être complice. Et quand, vous savez, il dit « Marie-Belle, je vous arrête pour le meurtre de machin », Marie, elle dit « Ça me va ». Alors que Norma, elle est un peu plus vénère. Elle dit « Moi, j'ai jamais fait ça ». Et elle ajoute à ça « Je me vengerai pour ça ». Se venger de qui? De la police ou de Marie? Ça, on sait pas. Libre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant qu'elle est foutue, Marie avoue. Elle avoue le meurtre de deux jeunes garçons. Elle avoue également être à l'origine des notes qui ont été laissées dans l'orphelinat qui a été vandalisé et également être à l'origine du vandalisme de ce même orphelinat. On a fait des évaluations psychologiques aux deux jeunes filles. Ces évaluations ont déclaré que Norma était une personne intellectuellement retardée, quelqu'un qui était facilement soumise et qui était très émotive. Alors que Marie, à l'inverse, était quelqu'un de brillant, de rusé et qui pouvait être sujet à des sautes d'humeur. Une des conclusions des psychiatres était la suivante. Les techniques sociales de Marie sont primitives. Ils prennent la forme de déni automatique, de complaisance, de manipulation, de plainte, d'intimidation, de fuite ou de violence. Comme toute affaire criminelle où le coupable est arrêté, évidemment, il y a un procès. Je vais pas aller dans le détail, mais en gros, Norma Bell, elle, est déclarée non coupable parce qu'elle a été déclarée comme manipulée. Marie-Belle, elle n'est pas condamnée pour meurtre, mais pour homicide involontaire. On l'a condamnée pour ça suite aux conclusions des psychiatres. Elle est condamnée à perpétuité, et il se trouve que sa mère, qui n'est pas décédée du tout, se sert de la popularité un peu de Marie, la popularité qui est née grâce à ses actions morbides, pour faire des interviews, donner des informations sur sa fille, en échange d'argent. Donc vous voyez à quel point, quand même, Marie a vécu dans un contexte familial compliqué. Même emprisonnée, sa mère profite d'elle. C'est très chaud. Marie a d'abord été envoyée dans une école, vous savez, pas une prison, mais en gros une prison pour enfants, si vous voulez. À un moment donné, elle a réussi à s'évader alors qu'elle était en transfert vers une autre prison, mais elle a été rechopée. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, après avoir passé 12 ans en prison, Marie-Belle a été remise en liberté. Comme pour l'affaire des deux jeunes enfants qui en avaient tué un autre, elle a été remise en liberté d'une manière totalement anonyme. Elle a pu commencer une nouvelle vie, on sait qu'elle a eu une fille qui demeure elle aussi anonyme, à qui on n'a jamais rien dit du passé criminel de sa mère. Cette jeune fille a pu rester anonyme jusqu'à ses 18 ans, mais Marie-Belle, elle, a gagné un recours en justice pour continuer à préserver son propre anonymat. C'est là que cette histoire s'arrête. Je comprends que ça puisse faire peur de se dire que quelqu'un qui a commis des actes aussi sordides soit toujours en liberté. Étant anonyme, on ne sait pas forcément à l'heure actuelle si elle est toujours en vie ou décédée. Bon, maintenant qu'elle est anonyme, du coup, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa carrière criminelle a été quand même bien sordide.